Club Crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. On se détend avec notre Trump national. Selon le New York Times, Donald Trump ne montre aucun intérêt à gracier SBF. Sam Bankman, enfin c'est chiant à dire. Voilà, SBF, voilà, très bien. Bon, alors là, franchement, c'est plutôt logique. On parle quand même d'un mec qui a siphonné les fonds des clients sur FTX, a menti aux investisseurs, a fait disparaître des milliards et a détruit la confiance de millions de personnes en crypto. Ah et j'ai oublié aussi, il sait pas se coiffer. Et franchement ça c'est limite un crime. Fais un effort quand même. Donc quand j'entends que est-ce qu'il pourrait être gracié? Ouais bah bien sûr, pendant qu'on y est, on libère Marc Dutroux si c'est comme ça. Oh, tu dérapes là. Non bon bah, peut-être pas. Mais voilà, à un moment donné il faut appeler un chat un chat. SBF c'est un escroc, c'est tout. Y a pas d'autre mot. Donc la crypto n'a pas besoin qu'on défende les fraudeurs. Aujourd'hui, c'est le cadre fiscal en fait français qui bloque, qui fait que justement, la personne est obligée d'être dans une thésaurisation. Donc je garde mes bitcoins, je vais aller faire peut-être un prêt lombard en fait pour avoir de l'argent à dépenser, mais jamais je dépense mes bitcoins parce que pour acheter quelque chose en fait en bitcoin, on a le fait générateur d'impôts et ce que tu décrivais tout à l'heure qui est d'une lourdeur incompréhensible d'aller faire des déclarations en fait dans un formulaire parce qu'on a acheté quelque chose. Enfin, il y a eu beaucoup de bruit sur ce sujet, mais très peu de personnes ont parlé du point qui pour moi était fondamental, c'est-à-dire qu'on montre que la blockchain Bitcoin est... On parle déjà en Europe de comment on va réguler ça, alors qu'on n'a pas encore tout à fait défini quels pourraient être les usages. Donc, qu'on laisse peut-être une chance à la DeFi de s'exprimer un peu davantage avant de mettre des limites trop profondes en France et en Europe. Ça pourrait être ça ma crainte. Alexandre, votre plus grande crainte cette année? Une crainte pas drôle du tout, mais c'est qu'on aggrave la situation sécuritaire encore pour notamment les détenteurs de crypto et ceux qui travaillent dans l'industrie. On voit que on était quasiment à un rythme de croisière de plusieurs kidnappings et enlèvements par mois l'an dernier. J'ai la crainte que ça s'aggrave, d'autant plus qu'on ne fait rien pour que ça ne s'aggrave pas. On continue de stigmatiser les détenteurs de crypto, on continue d'avancer dans des réglementations de surveillance financière qui n'ont pas de sens. On apprenait la semaine dernière que une agente des impôts donnait des informations personnelles sur les détenteurs de crypto à des malfaiteurs pour qu'ils puissent aller les kidnapper. Donc on se retrouve dans une situation ubuesque où la réglementation se durcit, demande toujours plus d'informations financières extrêmement sensibles aux détenteurs de crypto sur la base de pas grand-chose. Tout ça pour nous mettre en danger avec une incapacité à sécuriser. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est mieux que des sorties. Ça donne une pression aussi à long terme et c'est plutôt une belle chose. Si on regarde la volatilité historique du BTC, l'année dernière a été quand même une année assez particulière où on a eu une volatilité qui était extrêmement faible sur le BTC. C'était une année d'accumulation, chose qu'on n'a jamais connue dans les cycles de 4 ans pour l'instant, où on avait l'année, normalement vous prenez 2021, vous prenez 2017, vous prenez 2013. Alors oui, effectivement, la masse financière a déplacé. Je vois une question de Malik. Penser à un DCA de $100 sur le BTC. Bien sûr, acheter du BTC, c'est toujours une bonne idée. En soi. Peu importe à quel prix il est, surtout sur 3 ans, c'est toujours une bonne idée. Après, imagine, on met en pratique ça sur les 3 dernières années, tu aurais gagné de l'argent. Et même sur les 10 dernières années, tu aurais gagné de l'argent. Donc, depuis qu'il existe, Bitcoin ne fait que monter parce que c'est un actif qui est fait, designé pour performer en soi. Parce qu'il est rare et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de monde qui ne le comprennent pas. J'étais encore un dîner de Noël, là, je sais pas, bref. Mais des personnes qui ne comprennent pas déjà les investissements, qui investissent mal leur temps, et après derrière, ils veulent nous expliquer comment faire pour être plus libre. Bref, on va passer là-dessus, mais oui, c'est une bonne idée. Venezuela se classe 18e mondial dans l'indice d'adoption crypto de Chainalysis en 2024. Le pays a reçu 44,6 milliards de dollars en transactions crypto entre juillet 2024 et juin 2025. Environ 10% des paiements alimentaires sont désormais effectués en crypto-monnaie. Et 38% des transactions passent par des échanges peer-to-peer, de personne à personne, sans intermédiaire. Pour des millions de Vénézuéliens, le Bitcoin n'est pas un investissement spéculatif, c'est un outil de survie économique. Maintenant, voici où l'histoire devient vraiment intéressante. Et nous devons être très clairs sur ce point. Ce qui suit est une hypothèse non vérifiée. Plusieurs médias spécialisés, comme Be In Crypto, iInvest, CCN, en ont parlé.
mais aucune preuve formelle n'existe à ce jour. Selon ces rapports, le régime Maduro aurait accumulé une réserve secrète de Bitcoin. Les estimations varient entre 600 000 et 660 000 Bitcoins. Au cours actuel, cela représenterait entre 56 et 62 milliards de dollars, soit environ 3% de l'offre totale de Bitcoin en circulation. D'où viendrait cette réserve? Toujours, selon ces sources non confirmées, elle proviendrait de 3 canaux. Des conversions d'or en Bitcoin entre 2018 et 2020, des règlements pétroliers de la compagnie nationale PDVSA en USDT, ensuite convertis en Bitcoin, et des saisies de matériel de minage sur le territoire. Je le répète, ces informations ne sont pas vérifiées. Prétendu trésor de guerre de Maduro. Bon, quitte à s'amuser avec les théories et les zones d'ombre, plongeons encore un peu plus profondément. Pendant que les forces spéciales risquaient leur vie à Caracas, quelqu'un dans l'ombre pariait sur leur réussite. Sur la plateforme Polymarket, un compte anonyme créé seulement une semaine avant le raid a misé 30 000 $ sur le départ imminent de Maduro. En moins de 24 heures, il a empoché 400 000 $, un timing trop parfait pour être honnête, qui alimente les soupçons de délit d'initié au plus haut sommet de l'État. Et c'est pas la première fois qu'on a des soupçons d'inside trading qui émanent de la Maison Blanche. Alors est-ce que c'est une fuite de documents provenant d'une rédaction new-yorkaise, un proche de la Maison Blanche pas très discret ou un simple coup de chance? On sait pas, mais ce qui est sûr c'est que dans ce nouveau monde où la guerre se parie sur la blockchain, l'éthique semble s'être effacée devant le profit. Ce scandale financier vient jeter de l'huile sur un brasier politique déjà hors de contrôle. Au Capitole, la fureur gronde. Les démocrates dénoncent une violation flagrante de la War Powers Resolution de 1973, accusant Trump d'avoir engagé des hostilités majeures sans l'accord du Congrès. Ils mettent l'abonnement des billes dessus, c'est ce qu'ils font. Laisser que le Bitcoin au peuple, au bout d'un moment, si ça prend trop d'ampleur, c'est de la logique qu'ils se mettent dedans. Bon. Et donc, une belle évolution. JP Morgan, une des plus grandes banques au monde et américaine, qui crée une infrastructure blockchain avec aussi son propre stablecoin, qui propose aussi des véhicules d'investissement Bitcoin. Morgan Stanley, pareil, se positionne aussi. Tout le monde propose des ETF Bitcoin à acheter, ou c'est des ETF de BlackRock, Fidelity qui sont déjà là, ou ils veulent proposer leur propre ETF aussi, comme Morgan Stanley qui a dit, nous aussi, on va faire notre propre ETF. On a Barclays qui a créé une infrastructure stablecoin, Bank of America qui autorise Bitcoin, Ethereum et Solana, et surtout le lancement de leur propre wallet crypto. Ça peut paraître anodin, mais c'est un vrai basculement. La frontière entre TradeFi et DeFi est en train de se dissoudre. Larry Fink, le PDG de BlackRock, l'a résumé sans aucun détour. La tokenisation, c'est le futur de la finance. Autrement dit, les actions, les obligations, les flux financiers, tout est destiné à passer on-chain. Mais attention, et c'est pour ça que j'en parle souvent et que j'insiste là-dessus, ce mouvement, il est beaucoup plus discret. Il n'est pas spectaculaire. On le voit pas dans les cours ou encore le gros bruit qu'il y a sur Twitter. C'est vraiment un chantier de nuit sur une autoroute. Personne ne regarde, mais au matin... C'est très bizarre. Donc le marché était très pessimiste et finalement, s'ils n'ont pas statué, c'est une meilleure nouvelle que ce qui était attendu. Ça, c'est assez hallucinant parce que personne n'a de licence en UK. L'Angleterre est en train de travailler sur une réglementation, sur un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies, mais on parle plutôt de 2027. Ils vont beaucoup se calquer sur ce que font les États-Unis. Et malgré tout, voilà, l'autorité financière américaine, anglaise, FCA, voilà, a accepté l'approbation de Ripple. Ripple, c'est vraiment en train de se mettre très très bien. Ils sont partout, ils sont à Dubaï, ils sont dans beaucoup de pays d'Asie, bien sûr aux États-Unis. Ensuite, c'est la confiance des investisseurs est fortement impactée par ces failles et ce qui peut provoquer des mouvements de capitaux vers des actifs perçus plus sûrs. Les législateurs de Floride ont introduit un nouveau projet de loi pour créer une réserve stratégique de Bitcoin gérée par le trésorier de l'État en dehors du budget traditionnel. Donc ce texte suit 2 tentatives antérieures qui avaient été retirées l'année précédente et vise à positionner l'État comme un acteur public démonstrateur en matière de crypto-actifs. Plusieurs autres États américains explorent aussi des législations similaires, mais très peu ont franchi l'étape d'une réserve officielle. Et si ce projet passe, cela renforcerait la légitimité institutionnelle du Bitcoin au niveau étatique, ce qui pourrait inspirer d'autres juridictions et créer de nouvelles codes qui ont changé, mais 13 EIP, c'est la première fois qu'on a autant de IP. Alors, le record précédent, il me semble que c'était Pectra avec 12, donc on n'est pas très loin, mais quand même, on a de plus en plus de IP à chaque fois. Ce qui est également intéressant de noter, c'est que Fusaka a eu lieu 6 mois après Pectra, et c'est la première fois dans l'histoire d'Ethereum qu'on a des mises à jour aussi proches. Habituellement, on a 1 an et demi entre 2 mises à jour,
Et bien cette fois-ci, Fusaka est arrivé 6 mois après Pectra. C'est une volonté de la part d'Ethereum d'accélérer un petit peu son changement de mise à jour, sa fréquence de mise à jour, pour être capable d'aller plus vite en fait face à toute la concurrence qui peut arriver à côté et à tous les changements technologiques qui l'attendent. Pour la crypto, il y aura toujours des projets qui vont fortement pump, mais ça va plus être adossé aux fondamentaux et notamment aux frais et aux revenus. Et je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à ça. Ensuite, on a le projet crypto Truebit qui s'est fait pirater. Le jeton True a fortement chuté, 96% de baisse, 80 même là, regarde, si on en croit cet article, 99,9% de baisse. Il y a eu un exploit, les smart contracts ont été piratés. C'était des smart contracts qui étaient en place depuis 2021. Et c'est une nouvelle tendance qu'on commence à voir des très anciens protocoles qui se mettent à être piratés. Probablement selon les... Celle de la vitrine d'Amazon AWS. Du côté du market cap crypto, on est dans le rouge aujourd'hui, perte de 0,83% sur les dernières 24 heures. La première actualité du jour, nous allons parler de la démission massive qu'a connue hier l'écosystème Zcash. Pour rappel, il y a eu une démission collective même des équipes d'Electronic Coin Company. Cet élan a été mené par Josh Swihart en raison des tensions avec Bootstrap. Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ça, je vous réfère à la petite vidéo que je vous ai fait hier. Les anciens employés de Zcash forment une nouvelle startup nommée CashX. L'ex-CEO explique qu'une structure startup est plus adaptée qu'un modèle non-profit pour scaler le Zcash vers des milliards d'utilisateurs. Le 9 janvier 2026, CashZ a un... part tous en haut. Est-ce qu'on est dans une phase de consolidation, ça va tous en bas? Lui, il t'aide pas trop, quoi. Donc, ça va dépendre de l'évolution du marché futur. Alors, niveau évolution, il y en a qui sont ultra bullish. Là, c'est Bloomberg. C'est les analystes chez Bloomberg Intelligence, c'est pas des rigolos, qui disent que le flux stablecoin pour 2030, c'est dans pas longtemps, va atteindre 56 600 milliards de dollars. Ah oui, là, ça fait beaucoup de stablecoins. Il dit que les stablecoins, ça va faire l'outil de paiement le plus important de la finance mondiale pour 2030. 2030, c'est dans pas longtemps, c'est hallucinant. Bon, faut savoir que les flux de paiement stablecoin en 2005 s'est levé à 2900 milliards de dollars. Effectivement plus élevé aux États-Unis par utilisateur qu'il ne l'est en Europe, quoi. Donc ça te donne une idée de à quel point les Américains en fait consomment plus, quoi. De tout, quoi. Et donc tu as une tendance à vouloir aller aux États-Unis. Une fois que tu es aux États-Unis, très vite ça grossit fort si ton business marche bien, et tu as une forte incitation aussi à utiliser le marché de capitaux américain pour lever de l'argent, aller en bourse, etc. Donc une boîte comme Spotify, pour reprendre cet exemple, au moment où ils vont aux États-Unis, ça marche très bien pour eux, et au moment de choisir où faire leur IPO, ils le font à l'endroit où le marché est le mieux, le plus efficient, le plus profond, le plus liquide, quoi, et où il y a le plus de capitaux et d'appétence pour investir dans la tech. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est les États-Unis. Après, tu as des secteurs qui ne se prêtent pas forcément à une expansion géographique comme ça. La fintech, par exemple, comme c'est très réglementé. Assez de conneries aussi sur les réseaux, notamment. Alors, premièrement, on va voir les taux d'intérêt, parce que pour le coup, il y a des baisses attendues. Donc là, par exemple, alors lui, c'est un compte que je suis, normalement, il fait des graphiques un peu comme ça. Là, pour le coup, je ne sais pas trop où il les voit, peut-être sur un autre site de prédiction, avec 2 baisses de taux d'intérêt prévues normalement aux États-Unis pour 2026. Lui dit en mars et en juillet. Alors, je ne sais pas, 30 décembre, donc ça fait pas si longtemps que ça. Pour le coup, et comme tu l'avais toi aussi, Thibaut, si on regarde les probabilités, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. C'est pour les 2026. Donc là, vous savez, sur le CME Group, vous avez soit les probas. Donc ça, c'est la vue la plus connue, non Surtout pas liker la vidéo, moi ça me donne énormément de force, et je vous rappelle qu'il y a le groupe Telegram sur lequel tous les jours je diffuse de l'information. Je poursuis avec une journée très importante. C'est même clairement le jour le plus important de la semaine. J'ai pas dit de l'année, j'ai dit de la semaine. Et ça concerne encore une fois Donald Trump. Je vous en ai parlé rapidement il y a 2 jours. La Cour suprême américaine pourrait rendre sa décision sur les droits de douane qu'il a mis en place. Sur Polymarket, la probabilité est actuellement estimée à environ 75% que ces droits de douane soient jugés illégaux.
c'est un sujet qui crée beaucoup d'incertitudes sur les marchés. D'ailleurs, selon Geiger Capital, si la Cour suprême invalide cet axe, ça comme inverse, ça repart dans le sillage du baril et de Chevron qui demande une licence d'exploitation au Venezuela. Alors s'il vous plaît, venez pas me sortir le couplet de la rotation de secteur où soudainement les investisseurs vendraient l'intelligence artificielle pour investir à long terme sur le secteur énergétique. Non, la vérité c'est qu'on sait plus où on en est et comme Trump balance des news toutes les 12 secondes sur n'importe quel sujet, on s'adapte et on suit le mouvement. Et on change d'avis 9 fois par jour si nécessaire, c'est de la survie et pas de la stratégie. Et puis alors, tant qu'on a des excuses pour changer d'avis, eh bien on aurait quand même tort de s'en priver. Et puis tout ça, ça arrive pas que sur l'énergie, parce qu'on a vécu exactement la même chose, le même scénario sur le secteur armement, fusée et tutti quanti. Regardez simplement la séquence. Avant hier, Trump veut interdire aux fabricants d'armes de verser des dividendes. Résultat, Lockheed Martin, au hasard, se prend 4,8% dans la tête. Le lendemain, le même Trump, il veut augmenter le budget du ministère de la Guerre de 60%. Résultat, Lockheed reprend 4,4%. C'est tout simplement du ping-pong boursier. Mais au-delà de l'action, l'anecdote est croustillante parce que cette explosion budgétaire pourrait entraîner un déficit supplémentaire de 600 milliards. On parle d'une enveloppe pour les USA qui équivaut au budget de défense des 50 pays qui les suivent au classement. Les 50 pays qui sont classés derrière les USA en termes de budget militaire. Pour vous donner une idée de l'échelle, les USA aujourd'hui, si ça passe, si ce que Trump met en place fonctionne, ils auront 1500 milliards de dollars de budget. La Chine, elle, 267. La Russie, 126. Europe, il y a une chose intéressante quand même, regardez, c'est les core CPI, donc pour l'instant c'est une estimation pour l'année, 2-3% sur l'Europe, ce qui est plutôt pas mal, l'inflation en Europe est plutôt maîtrisée, c'est plutôt pas mal. Et après, on a eu des news comme l'ADP. Et aujourd'hui, on a eu, en plus de l'ADP, on a eu les job openings. Alors, ce sont deux choses différentes. Les job openings, ça n'a rien à voir avec le chômage. Ok, ce n'est pas du tout une indication sur le chômage. C'est pas quelque chose qui nous indique si le chômage est bon ou pas bon. C'est simplement les postes vacants. Donc les postes ouverts qui sont pas pourvus aux États-Unis. D'accord. Donc, ça n'a rien à voir avec un taux de chômage ou une info sur où il y a plus de chômeurs ou moins de chômeurs ou l'économie va pas bien ou quoi. C'est plus sur le nombre de postes qui sont libres et qui ne trouvent personne. Donc, en gros, une entreprise qui cherche des employés, eh ben, il va poster une annonce et ça va augmenter ce chiffre ici. D'accord. Donc là-dessus, c'est plus une indication de la santé des entreprises, plus qu'une indication sur le chômage. D'accord. Pareil, ça fait plus ou moins un trimestre qu'on gravite entre 58 et 60%. Donc le BTC qui est bien stable sur ses appuis, en tout cas pour l'instant. 90 438, là aussi ça fait quasiment 2 mois qu'on est dans un mouchoir de poche entre 85 et 94-95. Donc bien entendu que le prochain mouvement qui s'en suivra va être un mouvement impulsif. Est-ce qu'on arrive à rallier les fameux 100, 102, 103 ou est-ce qu'on part à la cave et dans un premier temps, ça sera un stop autour de 80 pour les puristes. Ensuite, 75, 76. On a un 0,5 de Fibo à 70. Et aujourd'hui, la moyenne... Vous avez le Bitcoin juste ici. Donc là, je suis en mensuel. Une bougie, c'est 1 mois. On a ici le graphique des altcoins, donc Orders. Ça ne représente pas forcément la dynamique des altcoins parce que plus d'altcoins sortent sur le marché, plus il y a de supply qui sort également, plus la capitalisation de cet indice augmente, mais pour autant, ça ne veut pas dire que les altcoins ressemblent à ça. Mais c'est important de comprendre qu'on est quand même sur une zone de support clé ici, et donc que sur le marché des alts, on est aussi sur des niveaux sensibles probablement. Et ici en bas, on a le dollar que j'ai mis en vert. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des phases, des fois de corrélation, des fois il n'y a pas forcément de corrélation. Mais grosso modo, la corrélation négative, c'est quand, par exemple, le dollar va monter et du coup, les altcoins et le marché crypto va baisser. Et puis, il y a des phases où le dollar va chuter et donc le marché altcoin et bitcoin va augmenter. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des phases où le dollar est un petit peu la valeur refuge et les assets à risque ne le sont plus. Donc, les assets à risque sont vendus pour justement se réfugier en dollars. Et il y a des phases où c'est complètement le contraire. Le dollar chute, donc en gros, l'argent se déverse justement dans le marché. Alors, ce zap t'a plu ? Fais-le moi savoir en commentaire.